Diversité. Partage ta passion pour la francophonie culturelle ici, chez CAFI. Bonjour, chère communauté, et bienvenue chez CAFI Diversité, un endroit où votre voix est importante et est écoutée, un podcast qui est basé sur la culture, l'inclusion, la collectivité et donne la parole à une communauté participative et inclusive. Je m'appelle Maude Basque et je suis l'animatrice de ce podcast multiculturel. Aujourd'hui, nous discuterons de quelques sujets d'inclusivité et de culture avec Alexandra Lebreton, qui a des connaissances, des expériences, des sujets incroyables à partager au sein de cette communauté. Cet épisode touchera le thème des droits culturels, c'est-à-dire la représentation d'une communauté minoritaire dans le milieu judiciaire, les défis immigrants d'un point de vue juridique et certains enjeux et injustices. Donc, je vais céder la parole à Alexandra pour une brève introduction. Oui, bonjour, mon nom c'est Alexandra Lebreton. Je suis avocate dans la région de Dieppe et Shediac. Puis, je pratique depuis maintenant à peu près 1 an. Je pratique surtout en droit criminel, puis en droit de la famille. C'est vraiment mes 2 sujets principaux. Puis, pendant mon travail, j'ai souvent des contacts avec des gens qui sont issus de l'immigration. Puis, j'essaie toujours d'aider du mieux de mon possible. Merci, Alexandra. Donc, on sait que, évidemment, il y a plusieurs enjeux légaux par rapport à la représentation des droits, des lois et des libertés auprès des communautés minoritaires. Parle-moi un peu de ton trajet de carrière qui t'a amené à l'emploi que tu es aujourd'hui. Oui, donc, c'est vraiment un choix de carrière qui est venu plus tard dans la vie. C'était pas vraiment prévu de devenir avocate. C'est pas quelque chose que je rêvais depuis que j'étais petite, mais c'est quelque chose qui a accroché à un moment donné dans ma vie. Puis, essentiellement, pour les gens qui s'intéressent de devenir avocat ou avocate, il faut faire un baccalauréat 4 ans dans n'importe quel domaine, puis ensuite faire un Juris Doctor ici au Nouveau-Brunswick. Puis, le Juris Doctor est 3 ans. Ensuite, il faut passer le barreau du Nouveau-Brunswick, qui est un stage de 1 an et de multiples examens dans différents aspects du droit. Puis, je pense que vraiment ce qui m'a amené à devenir avocate, c'est que je voyais des injustices, puis je voulais aider. Quels sont les services d'une avocate dans le domaine d'immigration peut offrir aux immigrants en besoin d'aide légale? Parce qu'on sait que souvent, lorsque les immigrants arrivent dans la région, il y a souvent une certaine difficulté d'avoir accès aux services. Puis on sait que peut-être qu'eux ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui est offert à eux légalement pour faire sûr que tout est bien représenté et tout est bien offert pour eux. Je pense qu'essentiellement, c'est les mêmes services que les immigrants ont droit que les Canadiens pour la plupart du temps. Par exemple, comme les logements, toutes les lois s'appliquent normalement de la même manière pour chaque personne. Puis, c'est quelque chose que des fois, les immigrants ne savent pas. Puis, souvent, leurs droits ne sont pas respectés à cause de ça parce qu'il y a des gens qui profitent du fait qu'ils ne sont pas connaissants de leurs droits. Puis pourquoi tu dirais que c'est important d'informer à cette communauté de leurs droits en tant qu'immigrés? Pourquoi c'est important qu'ils savent qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde en arrivant dans la région? C'est ça, justement. Il y a beaucoup de personnes qui profitent des immigrants, que ce soit au niveau de l'emploi. Parfois, ils ne savent pas que, par exemple, ils ont des droits par rapport à s'ils doivent travailler pendant un certain temps dans un emploi, qu'ils peuvent recevoir 2 semaines de préavis ou 2 semaines de salaire. C'est pas mal important qu'ils sachent c'est quoi leurs droits. Aussi au niveau du logement, il y a des gens qui pensent que c'est plusieurs mois de dépôt qu'il faut donner.
J'ai vu des personnes qui se sont fait demander 3 mois, même 12 mois de dépôt, ce qui se fait pas. Parce que normalement, quand c'est de l'allocation par semaine, c'est 1 semaine de dépôt. Quand c'est de l'allocation par mois, c'est 1 mois. Puis, quand c'est de l'allocation par année, c'est la même chose, c'est 1 mois. Le seul cas où est-ce que vraiment ça peut être 3 mois, c'est l'allocation d'un terrain pour une maison mobile. Donc, il y a des propriétaires qui profitent des immigrants, puis le fait qu'ils connaissent pas leurs droits, puis prennent leur argent comme ça. Puis j'ai vraiment vu des cas réels arriver où est-ce que vraiment il y a des personnes qui se sont fait demander 12 mois de loyer, 3 mois, qu'ils n'ont jamais récupéré au final parce que ils n'avaient pas de preuves. Qu'ils avaient donné ces dépôts-là, donc ils n'avaient même pas reçu. Il y a beaucoup de situations comme ça que les gens ne connaissent pas leurs droits, puis ils se font un peu comme abusés par ça. Donc, on peut vraiment voir l'importance de savoir leurs droits et de savoir qu'est-ce qui est offert à eux. Donc, dirais-tu que les droits ou quels sont les droits des immigrants face aux services de santé? Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est quand même assez important à savoir. C'est leurs droits face aux services de santé, d'éducation et du bien-être. Parce qu'on sait que ça varie entre pays et pays. Parce que nous, on sait qu'on a l'assurance maladie, le Medicare. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas offert partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que les droits qui sont offerts ou qu'est-ce qui est les droits? Bien, essentiellement, les services de santé, normalement, même les étudiants internationaux, ils sont obligés de payer pour une assurance à chaque année. Donc, ils ont droit, puis ils ont accès aux services de santé au même niveau que les Canadiens avec cette assurance-là. Donc, ils peuvent aller à l'hôpital comme ils veulent. Tu sais, comme les opérations, c'est gratuit généralement. Ça, c'est des choses qu'ils ne savent pas. Puis souvent, au début, ils ont peur d'aller chercher ces services-là parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir débourser de l'argent. Oui, on peut vraiment voir comme qu'il y a une certaine injustice de ce côté-là. Donc. Puis aussi, au niveau de l'éducation, ce qui surprend souvent beaucoup de personnes, c'est que l'éducation pour les jeunes enfants... Par exemple, si les familles s'installent ici, c'est gratuit. Ça, c'est vraiment comme une des choses qui surprend le plus certaines personnes. Puis... Que l'éducation est gratuite? Oui, quand ils arrivent, ils sont comme vraiment étonnés, là. Puis aussi, lorsqu'ils sont résidents permanents, ils peuvent appliquer pour un prêt étudiant pour faire des études postsecondaires. Donc ça, souvent, il y en a qui ne savent pas ça. Oui, puis je trouve que c'est quand même assez... bien, puis qui peut ouvrir des opportunités pour eux lorsqu'ils arrivent au pays, parce que peut-être que c'est des opportunités qu'ils n'auraient pas nécessairement eues chez eux ou à leur pays d'origine. Donc, je trouve que c'est quand même bien qu'on peut offrir ça auprès d'eux par rapport à leur éducation. Surtout l'éducation gratuite, c'est quelque chose qui est très bien au Nouveau-Brunswick ou juste au Canada en général. Donc, les droits sur l'immigration qui sont souvent négligés, on sait que c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans les dernières années. Pourrais-tu me parler de quelques situations ou qu'est-ce que les droits généralement que tu trouves qui sont les plus négligés dans le système juridique selon ton expérience de travail? Je pense que ce que je dirais, c'est pas vraiment des droits qui sont négligés, mais qui sont mal utilisés plutôt. Parfois, il y a des familles qui arrivent, comme monsieur, madame, ils sont mariés, puis ils ont différentes cultures, puis dans leur pays, ils ont pas les mêmes droits. Comme par exemple, la femme n'a pas les mêmes droits. Puis souvent, les femmes ne sont pas au courant qu'ici, ils ont beaucoup plus de droits. Donc, par exemple, lorsqu'elles sont dans des relations qui sont abusives de violence conjugale, par exemple, elles ont peur de quitter parce que souvent, elles se font un peu comme mentir. Dire que, par exemple, si tu quittes, comme, tu n'auras rien, comme, tu n'auras pas de moyens de vivre, tu n'auras pas droit aux enfants, que c'est le père, par exemple, qui a droit à la garde des enfants, puis des choses comme ça. Donc, ils vivent comme un peu comme dans une peur comme, qui fait pas de sens. Puis,
comme je disais tantôt aussi, au niveau des logements. Puis même au niveau de l'emploi, souvent, il y a des personnes qui prennent pas leur pause ou qui savent pas qu'ils ont des pauses ou une heure de dîner, par exemple. J'ai vu ça souvent. Donc, qu'est-ce que tu penserais qu'il serait comme une genre de solution pour faire en sorte que les immigrants ou cette communauté-là, des nouveaux arrivants, savent qu'ils ont certains droits face à leur travail ou face à leur vie en général, comme dans le contexte de peut-être dans une relation abusive ou juste vraiment malsaine, qu'ils ont accès à de l'aide, qu'ils ont accès à ces services-là qui peuvent les dire oui, tu as le droit à une pause ou tu vas être correct si tu sors de cette relation-là parce qu'on peut t'aider. Qu'est-ce qui serait un genre de solution pour ça? Ben, je pense que c'est comme de la sensibilisation, puis aussi eux-mêmes faire de la recherche pour vraiment voir est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit, comme un petit peu plus une curiosité, mais aussi beaucoup d'encadrement, comme lorsque les gens arrivent, parce que j'ai remarqué qu'il y a de l'encadrement, mais des fois, ça peut pas tout couvrir tous les aspects. Donc, peut-être plus de séances d'information sur différents domaines. Parce que vraiment, c'est tout un changement de vie de partir de ton pays puis d'entrer dans un nouveau système de droit, d'une culture différente. C'est vraiment difficile de s'adapter puis de tout connaître. Ouais. Puis j'aime que tu as mentionné l'encadrement aussi. Qu'est-ce qui est, genre, ton opinion par rapport à l'encadrement face à cette communauté-là? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'encadrement au niveau de l'université. Par exemple, ici à Moncton, il y a l'université de Moncton. Puis, ils font des conférences ou des séances d'information dès le début, lorsque les gens arrivent. Puis, ils sont quand même suivis tout au long de leur parcours. Il y a toujours des gens pour aller poser les questions. Il y a des systèmes comme de conseillères en immigration, puis tout ça là-bas, là. Oui, puis je trouve que le programme aussi international est très bien construit pour quand même assez inclure les gens. J'ai eu une autre capsule avec Rita qui a parlé de son expérience en tant qu'étudiante internationale. Donc, c'était très beau à voir comment que l'université fait en sorte qu'il y a un encadrement pour eux. Face à ça, trouves-tu que la représentation de cette communauté-là dans le monde juridique ou dans le monde judiciaire, trouves-tu qu'il y a quand même assez une bonne représentation de cette communauté-là? Sincèrement, comme à Moncton, je pense que non. Dans le domaine juridique, il n'y a pas beaucoup de personnes ici de l'immigration qui pratiquent. Puis, souvent pour eux, c'est un peu difficile de trouver un stage parce que les gens d'ici, c'est une affaire de profit, puis d'apporter de la clientèle. Donc, les gens ici, ils ont un peu peur d'engager quelqu'un qui n'est pas d'ici parce qu'ils se disent que, mais comment il va faire pour trouver de la clientèle? Il n'a pas de contact, contrairement comme à quelqu'un qui a vécu ici, à Moncton, par exemple, pendant toute sa vie. Donc, déjà, comme c'est un risque qu'ils ont un peu peur de prendre, qui n'est pas justifié parce que j'ai des amis qui pratiquent en droit, qui sont issus de l'immigration, puis ils excellent vraiment dans leur domaine. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir une représentation de ces groupes-là qui sont un peu minoritaires parce qu'ils comprennent mieux la réalité des gens qui viennent du même milieu. Puis ils peuvent empathiser aussi encore plus vu qu'ils genre se comprennent, comme que tu viens de dire. Oui, exactement. C'est difficile pour quelqu'un qui est canadien d'imaginer tous les aspects puis de la culture d'une autre personne. Donc, ce serait vraiment bien s'il y aurait plus de gens qui seraient dans le domaine. Oui, absolument. Puis par rapport à la culture, trouves-tu qu'il y a des certains défis culturels qui viennent faire face lors des certaines situations juridiques qui pourraient y avoir avec soit un nouvel arrivant ou un réfugié ou un immigrant? Bon, plus du côté du droit criminel, c'est souvent qu'on voit des personnes immigrantes qui arrivent puis qui ne savent pas, par exemple, c'est quoi le harcèlement criminel, puis où est-ce que ça s'arrête. Par exemple, même si tu es marié, comme tu peux quand même être accusé d'harcèlement, même si tu es toujours marié avec la personne, des choses comme ça.
Puis c'est vraiment un gros risque pour les personnes qui viennent d'arriver, surtout les étudiants, parce que leur statut est un peu plus menacé quand ça concerne le droit criminel, parce que souvent, quand il y a une charge puis qu'ils sont déclarés coupables, ils peuvent faire face à de la déportation carrément. Puis je pense que des fois, quand tu es jeune en plus, quand tu es étudiant, tu réalises pas les risques qu'il y a. Puis des fois même, c'est ça le problème. Le principe principal, c'est que nul ne peut ignorer la loi, mais vraiment, ils connaissent pas toutes les lois, comme le code criminel est gros. Puis, par exemple, une chose que j'ai vue, c'est l'alcool puis dans la voiture. Comme j'avais des personnes que j'ai vu que, ben ils sont partis avec leur bière dans la voiture, puis j'étais obligée de leur dire, bon, ça, tu peux pas faire ça. Mais ils avaient aucune idée, puis ils étaient comme un peu choqués de ça, comme, ah bon, on peut pas faire ça. Puis ça aurait pu mal finir, puis il y en a que je vois que justement, ça a mal fini, comme, il se ramasse avec comme une amende, puis un permis suspendu pendant 1 an. Ouais. Qui revient au fait que peut-être qu'ils sont pas assez informés par rapport à leurs droits, qui aussi mène au fait que peut-être que la sensibilisation face à leurs droits et les lois en tant qu'au Canada serait peut-être important à faire en sorte qu'ils savent lors de leur arrivée. Penses-tu que ça serait pertinent peut-être avant qu'ils arrivent au pays de faire comme des séances d'information par rapport à ça? Oui, je pense que comme tout peut aider parce que ça aide déjà à l'intégration dans la société, de savoir comment la société fonctionne. Donc, peut-être même avant même l'arrivée d'avoir des sessions d'information. Oui, oui, absolument. Puis par rapport à juste la représentation, puis tout ça, je sais que dans le système juridique, il y a souvent des discriminations de toutes sortes, que ça soit en tant que femme, en tant que n'importe quel contexte, il y a de la discrimination partout. Donc, face à l'immigration et la communauté nouvelle arrivante, on voit-tu ça assez souvent dans le monde judiciaire ou juridique, ou c'est-tu quelque chose qui est moins commun? Je pense que oui, il y a de la discrimination, il y en aura toujours partout. Puis dans le domaine juridique, souvent, peut-être c'est pas intentionnel, mais par exemple, c'est plus facile d'obtenir des choses de quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, puis qui ne connaît pas les conséquences, comme en droit de la famille, par exemple, lorsque quelqu'un se sépare, comme si la personne n'est pas au courant de tous les droits qu'elle a, elle peut laisser aller des choses qu'elle aurait peut-être pas dû. Puis même chose en droit criminel, comme lorsque les couronnes approchent les accusés puis qu'ils ne sont pas représentés, puis qu'ils ont des discussions avec eux, ben, peut-être qu'ils ne savent pas comment se protéger réellement, puis qu'est-ce qui est la norme des conséquences qu'ils devraient avoir pour les actes qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, par rapport à ça, on peut voir qu'il y a peut-être, comme que tu as dit au début de la capsule, il y a quand même un genre d'une situation qui prenne avantage de tout ça, dirais-tu? Oui, ben je sais pas si c'est vraiment intentionnel, mais c'est ça qui est la conséquence. Plutôt comme inconscient. Ouais, c'est ce qui est la conséquence parce que c'est plus facile de manipuler ou de convaincre quelqu'un plutôt de quelque chose quand la personne n'a vraiment aucune connaissance dans le domaine. Ouais. Donc, plus du côté des femmes immigrantes, parce que là, on sait que être nouveau arrivant, nouvelle arrivante, tu fais partie d'une communauté minoritaire, mais en tant que femme immigrante, là, tu es comme une double minorité, on va dire. Donc, dans le système judiciaire, je suis sûre qu'être une femme immigrante ou nouvelle arrivante ou réfugiée doit être quand même avoir assez ses défis. Donc, pourrais-tu me parler de quelques enjeux aussi, qu'il y a des enjeux dans cette sorte de situation-là? C'est comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, surtout au niveau comme
la violence conjugale, puis les relations abusives. Je pense que même les femmes canadiennes, comme c'est pas bien compris c'est quoi réellement de la violence conjugale, que c'est pas seulement de la violence physique, ça peut être un contrôle comme monétaire sur la personne n'a pas son argent, elle n'a pas le droit à des décisions, comme ça peut devenir comme une prise de contrôle de la vie de la personne. Puis, je pense que c'est ça, les femmes immigrantes sont encore plus Genre vulnérables. vulnérables, oui, exactement. On pourrait-tu penser à des solutions par rapport à ça ou comme des idées qui pourraient peut-être améliorer le fait que ces femmes-là sont bel et bien vulnérables dans des situations comme ça puisqu'ils ne sont pas assez informés? Puis aussi, il y a le manque d'information, mais aussi le fait que des situations comme ça est évidemment très difficile à vivre. Donc, qu'est-ce qui serait des idées de solutions ou des idées qui pourraient aider la situation en tant que nous, comme citoyens canadiens, qu'on pourrait faire? Bon, je pense que ça se fait déjà quand même assez bien parce que il y a des personnes qui dénoncent ce qu'ils voient. Puis, je pense que lorsque quelqu'un voit, par exemple, une personne être abusée physiquement ou émotionnellement, comme le fait de dénoncer est vraiment important, de ne pas juste fermer les yeux. Puis aussi, peut-être plus d'informations comme accessibles, que les femmes savent, par exemple, qu'il y a un carrefour pour femmes qui existe pour se protéger quand les relations abusives, qu'ils ne sont pas à la porte complètement, qu'ils ne sont pas laissées à elles-mêmes. Ouais, exactement. Puis je pense que ça aiderait probablement, juste comme qu'on a mentionné à quelques reprises, la sensibilisation. On peut clairement voir que c'est très important pour que la communauté sache qu'est-ce qui est leurs droits, puis si leurs droits sont bien représentés, disons. Parce que comme lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qui est nos droits, qu'est-ce qui est représenté ou pas, c'est ce temps-là qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire arriver dans le système qui n'est pas nécessairement de la bonne manière, disons, ou juste que peut-être qu'il y a des choses qui se font passer par rapport aux droits, genre comme que tu avais mentionné précédemment, prendre avantage ou quelque chose qui va passer par-dessus. Donc, on peut vraiment voir l'importance de sensibiliser cette information auprès de cette communauté-là dès leur arrivée spécifiquement pour que lorsqu'ils s'intègrent, ils peuvent s'intégrer sans se stresser par rapport à leurs droits et savoir qu'est-ce qui est offert à eux par rapport à ça. Par rapport à un autre petit côté, là, on dérive sur un autre côté de la conversation. Nous, en tant que francophones, il y a évidemment, vu qu'on est dans un pays bilingue, y a-t-il certains défis par rapport à la francophonie dans le système judiciaire? Je dirais que parfois, pour le côté comme droit criminel, les gens ne sont pas toujours au courant qu'ils ont le droit de choisir le français ou l'anglais. Puis ça, c'est plus un travail des avocats de les informer de ça. Puis je pense que c'est vraiment important pour nous, comme dans notre domaine, de vraiment le dire aux gens, vous avez le droit de choisir l'anglais ou le français. Puis, il y a même la possibilité d'avoir un interprète. J'ai vu déjà un interprète arabe. Puis, je pense que la dernière fois, que c'était un interprète russe aussi. Lorsque vraiment les gens comme, sont venus ici, comme par exemple en situation de réfugiés, Oui. puis qu'ils n'ont pas encore eu le temps comme d'apprendre comme une langue d'ici. Oui. Puis, puisqu'on sait que c'est difficile d'apprendre. Puis c'est aussi comme des fois une barrière pour s'exprimer, par exemple, comme s'ils doivent se défendre. Ça peut être plus difficile. Oui, puis c'est comme tes idées sont pas autant formulées correctement si c'est pas dans ta langue maternelle. Puis aussi côté compréhension, comme quand c'est dans ta langue maternelle, déjà comme le droit en général, c'est déjà complexe, c'est des termes compliqués. Oui. Fait que si c'est en plus dans une autre langue qui n'est pas ta langue maternelle, c'est encore plus difficile à comprendre, puis c'est difficile de faire des choix raisonnés. Oui, exactement. Puis j'aime que tu as mentionné aussi la barrière linguistique, parce que, comme que tu as dit,
ça peut créer un certain défi lorsque les gens ou cette communauté-là essaient de s'exprimer lors d'un procès ou juste à n'importe quel moment dans le contexte-là. Penses-tu que ça peut créer certains enjeux ou défis par rapport à lorsque le procès se fait faire? Dirais-tu que ça peut quand même être problématique parce que des fois, on peut mal comprendre, la compréhension n'est pas vraiment claire? Oui, c'est pas toujours que comme que c'est traduit comme complètement dans le sens que ça devrait être. Il y a des excellents traducteurs, puis il y a des gens qui viennent juste de commencer, puis ça se comprend, comme il y a de l'apprentissage à faire. Des fois, il y a des choses qui se perdent dans la traduction, puis c'est vraiment pas facile, un procès dans les deux langues. Par exemple, si un avocat est complètement anglophone, il représente une personne complètement anglophone, puis l'autre personne est un peu plus à l'aise en français, puis là, c'est comme tu dois laisser beaucoup de temps au traducteur de traduire, et parfois ça fait un peu perdre les idées comme aux avocats ou même aux personnes qui sont interrogées ou contre-interrogées. Donc, c'est quand même un défi qui est là. Oui. Donc, évidemment, on peut voir, comme tu viens de dire, que c'est un défi qui est présent. Penses-tu qu'il y aurait certaines solutions qui pourraient être faites ou quelques améliorations qui pourraient être faites dans le système pour améliorer ce défi-là de barrières linguistiques? C'est sûr que comme l'idéal, ce serait peut-être de la traduction simultanée, mais ça prend beaucoup de ressources. Puis c'est sûr que c'est peut-être pas possible pour l'instant. Mais généralement, comme c'est quand même assez bien. La plupart du temps, c'est comme bien traduit. C'est juste vraiment comme aux avocats ou à l'accusé de dire, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, puis de s'exprimer, pas avoir peur comme des juges, comme les juges ont des êtres humains comme nous, puis juste leur mentionner que oui, non, c'est pas tout à fait ça. Là. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, j'apprécie toute l'information que tu as pu nous offrir aujourd'hui, Alexandra. Je suis sûre que cette information va être très bénéfique pour cette communauté. On espère que ça pourra les sensibiliser un petit peu, les informer sur ce qui est offert à eux pour faire en sorte qu'il n'y a pas de discrimination qui se fait, qu'il n'y a pas de situation que des gens pourraient prendre avantage ou des situations où ils ne sauraient pas qu'est-ce qu'est leur droit ou comment être représenté d'une bonne façon. Donc, je suis sûre que ce qu'on a discuté aujourd'hui va être très bénéfique pour eux. Je te remercie grandement. En vue de cette fin d'épisode, j'ai une dernière question à vous poser. Quel est quelque chose que vous souhaiteriez que nos amis du CAFI retiennent de cette conversation? Je pense que de façon générale, de ne pas avoir peur de demander des questions, sur les côtés juridiques, de ne pas avoir peur d'appeler des avocats s'il faut. Puis, généralement, de suivre les formations ou les conférences informatives sur différents domaines pour mieux s'intégrer. Oui, wow, c'est très beau. Puis, je suis sur ton côté de ça. Donc, un gros merci de nouveau, Alexandra, pour participer à cette capsule et de nous informer sur ce sujet. Par rapport à tes expertises, votre participation à cette capsule est une étape plus proche d'une meilleure société inclusive à la diversité. Et pour vous, chère communauté, merci pour votre écoute et votre engagement dans ce nouveau réseau de communication du CAFI. Restez aux aguets pour notre 9e capsule qui sera diffusée prochainement. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada. Diversité. Partage ta passion pour la francophonie culturelle ici, chez CAFI.